Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Il est connu d'ailleurs. La Cour d'appel a bien voulu dire que je ne m'étais rendu coupable d'aucun enrichissement personnel. For 30 years, you've been in a position to help. And if you say that I use steel or I use something else, I make it impossible for me to do that. I wouldn't mind. The problem is you talk, but you don't get anything done. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Vous avez lu sans doute le papier que le Figaro consacrait ce matin à ce traitement de la politique, avec un double constat. À la fois, il y a de plus en plus de politique à la télé, en tout cas conjoncturellement depuis la rentrée, non seulement sur les chaînes historiques, mais sur les chaînes de la TNT. Les audiences les deux audiences ne sont pas à un niveau peut-être espéré, à l'exception du moment où on met juste les candidats face à face, enfin en tout cas ceux de la primaire à droite. Moi j'ajoute un troisième élément qui est-ce que finalement ce processus de primaire à la française, qui n'est pas réellement inscrit dans nos habitudes politiques et qui étire beaucoup le débat présidentiel, il a commencé avant l'été, c'est presque une année entière. Est-ce que pour vous, pour les médias qui auront à le traiter, ça n'étire pas un peu trop le suspense et l'intrigue jusqu'à un point où on a du mal à maintenir l'attention? Je sais pas, Catherine Nel, peut-être? Alors, c'est toujours un peu le même problème. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de politique ou trop peu à la télévision, on nous en fait le reproche, et à la limite, je dirais qu'on a raison. Quand on se dit qu'il faut participer à un débat citoyen et donc qu'il faut proposer des concepts à la télévision, on nous dit qu'il y en a trop. Je pense qu'il faut juste qu'on soit dans le bon timing, mais à mon avis, il y a plusieurs types d'émissions politiques qui correspondent à un timing. Les émissions événementielles, comme vous le soulignez, les primaires, forcément, c'est un moment fort. Les primaires LR pour l'instant, les primaires socialistes sans doute en janvier. Et là, il faut concevoir des émissions politiques qui ont moins des concepts, je dirais, travaillés, choisis sur la personne et sur le fond, que des événements qui consistent à pouvoir gérer la parole des uns et des autres. Quand il y a 7 personnes sur un plateau, et bientôt France 2 va le voir, c'est quelque chose parfois de difficilement gérable. Donc il faut organiser cette parole. Après, je pense qu'il y a de la place pour des émissions politiques avec l'ADN respectif de chaque chaîne, et on ne fait pas les mêmes émissions politiques sur France 2 que sur M6, pas plus que sur TF1 que sur Arte, et que chacun peut participer avec ses armes, avec son ADN, avec sa volonté, encore une fois, de rentrer dans ce débat, à des émissions politiques. Mais il y a des moments sans doute pour tout, des timings d'émissions, des concepts d'émissions pour tout. Mais je trouve que c'est un procès très étrange quand même de dire qu'on fait trop de politique à la télévision, alors qu'il me semble quand même qu'intéresser nos téléspectateurs, voire nos auditeurs ou nos lecteurs, à la chose publique et à la chose politique, ça fait quand même partie de notre rôle, il me semble. Simplement, peut-être pour rester sur ce terrain de l'abondance, et je vais peut-être faire rebondir Alexandre Carin pour une raison qu'il va comprendre très vite. Est-ce que ça n'aboutit pas, d'une part, pour nourrir les multiples rendez-vous à casser la rareté de la parole et éventuellement à donner la parole, pardon, on est entre nous, mais parfois à des responsables politiques qui ne sont pas totalement au niveau. Et puis d'autre part, ça crée, alors apparemment, et peut-être Alexandre, vous aurez un rectificatif à faire, des phénomènes un peu de course aux exclusivités des invités, de la même manière qu'on a pu les avoir sur les talk-shows en access, où pour la promotion de tel film ou tel film, un comédien était prié, s'il allait sur telle chaîne, de ne pas aller sur l'autre. Évidemment, je pense à Montebourg et à l'affaire, entre guillemets, Laurence Ferrari. Oui, je pense que là, en l'occurrence, c'est un épiphénomène. Non, mais décidé, voilà, bon, simplement, pour élargir, à certains moments, c'est juste des questions de programmation. Quand on retrouve 2 invités sur des émissions importantes dans les 24 heures, là, c'est un problème. En revanche, je suis entièrement d'accord avec Catherine. Aujourd'hui, il y a des espaces supplémentaires d'expression du débat public.
Pour moi, c'est plutôt un plus démocratique qu'un problème. On ne raisonne pas tout à fait en termes d'exclusivité quand il s'agit d'avoir un débat citoyen, de mettre des hommes politiques à l'antenne. On a souvent fait le constat dans ce pays qu'il y avait trop peu de gens qui s'exprimaient, que finalement la parole publique était trop rare, qu'on ne donnait pas la possibilité à de nouveaux talents d'émerger. Aujourd'hui, au contraire, on parle de trop-plein, donc finalement on n'est jamais content. Soit il n'y a pas assez de parole publique, soit il y en a trop. Moi, je crois qu'en réalité, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de s'exprimer différemment sur des antennes différentes avec des choix éditoriaux différents. On parlait tout à l'heure de M6, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ce qu'a montré Ambition Intime. On aime, on n'aime pas, on peut juger démocratiquement que ça va dans un sens un peu différent de ce que d'autres font, mais en tout cas, c'est une expression publique qui a son intérêt. Aujourd'hui, TF1 fait une émission politique avec un format qu'elle a choisi et qui est fort parce qu'il se trouve en access. Nous, on choisit de faire une émission en prime qui est sur une durée relativement longue avec les risques qu'on prend évidemment en termes d'audimat, même si on réfléchit bien, en réalité, l'audience n'a pas beaucoup varié. Je veux dire, en termes de part de marché, on est quasiment au même point aujourd'hui qu'on l'était lors de la dernière élection présidentielle, il y a 5 ans. Donc moi, je pense que la question de la course, comme vous dites, à l'invité, c'est une fausse question. En fait, c'est plutôt aux invités aujourd'hui d'être capables de gérer intelligemment leur programme, parce que c'est sûr qu'avoir quelqu'un le soir qui a donné une interview dans la journée au Figaro et qui était le matin sur RTL, bon, ça casse, on va dire, un petit peu, en tout cas, l'exclusivité ou la possibilité de renouveler la parole. C'est surtout ça. Mais en revanche, moi, je suis absolument ravi qu'il y ait énormément d'espace public. Ensuite, c'est à nous, individuellement, chaque média, de trouver notre tonalité, nos choix, nos angles, pour faire parler différemment ou mettre en perspective différemment la parole publique. Si je peux me permettre, Alexandre, quand vous parlez de l'émission politique, je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes plus à choisir ceux qui viennent chez vous qu'à vous creuser la cervelle pour les trouver. Si vous étiez booker des 4 vérités le matin avec en face de vous les émissions politiques en radio, les émissions politiques en TNT, enfin les interviews politiques en TNT, etc., est-ce qu'à un moment, encore une fois, quand même, on n'arrive pas à démultiplier la parole politique jusqu'à aussi donner la parole à des élus dont on va dire qu'ils ne sont pas de tout premier plan ? Alors, je vais vous étonner, j'ai été booker des 4V, puisque je les ai présentés à une époque, donc je sais exactement ce que ça représente. En l'occurrence, les 4V, c'est un mauvais exemple, parce que c'est le rendez-vous le plus regardé le matin à la télé, et quasiment le plus écouté aussi, puisque ça rivalise, en l'occurrence, avec RTL là, et Europe 1. Je pense que ça fait 2, et au 3e, je sors. Donc on n'a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Maintenant, j'entends bien ce que vous dites. Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui, le procès qui nous a été fait en permanence, justement, c'est de ne faire émerger... Mais on ne vous fait pas de procès, on vous pose des questions, Non, Alexandre. mais je ne dis pas que c'est vous qui faites le procès. Mais ce que je dis, c'est que souvent, on nous a reproché, je ne vais pas utiliser le terme procès, qui vous paraît trop polémique, mais on nous a souvent reproché, moi, justement... rien ne me paraît, simplement, je vous pose des questions. De retrouver toujours les mêmes personnes à l'antenne. Moi, ce que je constate simplement, c'est que si on ne donne pas la parole à de nouvelles personnes, on n'a pas de Bruno Le Maire, on n'a pas de Gérald Darmanin, on n'a pas de nouvelles têtes qui peuvent émerger, Myriam El Khomri, qu'on a invité avant qu'elle soit ministre, on n'a pas de nouvelles têtes et on ne peut pas entendre un discours parfois différent, parfois totalement formaté, on est bien d'accord, mais je pense au contraire qu'on a besoin à un moment où il y a un vrai questionnement sur, entre guillemets, ce que certains appellent l'établissement politique, sur l'élite, de permettre à plus de gens d'occuper l'espace démocratique. Et ça, moi, je suis personnellement persuadé que c'est une richesse. Et d'ailleurs, j'essaye qu'on enrichisse régulièrement notre panel d'invités pour cette raison. Je vais tenter ma chance du côté de Marie-Ève Malouine. Peut-être, encore une fois, sur la même thématique. Est-ce que trop de politique tue la politique, finalement ? Ou est-ce que c'est un phénomène normal en termes d'élection ? Ça, c'était une question. L'autre question, c'était aussi, est-ce que le phénomène des primaires, qui a quand même étiré la campagne des présidentielles, en tout cas son traitement médiatique, provoque pas une sorte d'essoufflement, y compris dans les rédactions et en tout cas du côté du public ? Non, moi je pense que la multiplication des émissions politiques, c'est une bonne chose parce que ça crée justement de l'émulation, ça amène à diversifier les émissions politiques qui sont proposées. Alors on peut trouver dommage qu'il
n'y ait pas suffisamment de diversification en apparence parce que ce sont un peu toujours des invités de premier plan qu'on va avoir parce que apparemment c'est aussi ce qui est demandé. Nous, à la chaîne parlementaire, on est une petite chaîne par rapport à celles qui sont ici, mais justement, nous, on n'a pas toujours, et même systématiquement, quasiment le matin, on a un rendez-vous. Ce ne sont pas des invités de premier plan, des hommes politiques de premier plan, parce que ça fait partie de notre mission d'aller voir des députés qui travaillent sur un point précis, de les faire parler sur la chaîne parlementaire, d'expliquer ce qu'ils font. Et après, c'est à nos confrères des grandes chaînes de pouvoir les inviter, les découvrir grâce à nous et de pouvoir les faire parler. Je pense que la démocratie passe aussi par là et que ce ne sont pas uniquement les personnalités de premier plan qui sont légitimes pour parler de politique. Sur la question que vous souleviez en deuxième point sur le rejet de la politique que ça peut susciter parce qu'il y a les primaires et qu'on parle trop souvent, trop longtemps Pas de rejet, de politique. mais en tout cas de lassitude. Pire Oui. que le rejet, la lassitude. La lassitude amène le rejet ou le rejet. Enfin, je pense plutôt que c'est la lassitude qui amène le rejet. Ça dépend du concept des émissions. Si les émissions sont faites pour utiliser les hommes politiques, comme c'est souvent le cas dans des émissions qui ne sont pas des émissions d'information et qui invitent des politiques, mais pour mieux les dénigrer, forcément, ça rend pas service. Au-delà de la politique, à la démocratie elle-même. Après, trouver le biais qui intéresse les gens dans des formules différentes, ce qu'a fait M6, je pense que ça traduisait l'envie des gens de connaître les hommes politiques qui se présentent devant eux parce que les projets se ressemblent, on a eu la cohabitation, on disait que sur l'essentiel, ils étaient d'accord. Donc il y a vraiment une crise politique, une perte de repères. Donc essayer de faire quelque chose de différent, c'est une bonne chose. Et je pense que l'émission qu'a fait M6, c'était une émission intéressante. La preuve, c'est qu'elle a été regardée. Après, il y a des leçons à en tirer, des imperfections. Mais ça a interrogé aussi tous les autres médias sur ce qu'on peut faire dans le domaine des émissions politiques. Merci, parce que l'ambition intime, c'est la transition rêvée sur la manière du coup dont, dans l'abondance, on cherche à se différencier par le mode de traitement. Alors, effectivement, Ambition intime, c'est radicalement différent des émissions, enfin, d'interviews politiques en plateau, etc. À côté de ça, on l'a vu tout à l'heure à l'image, un certain nombre d'émissions qui vont... dans lequel, je dirais, la différence est un peu purement formelle. On va mettre un food truck quelque part, et puis on interview à côté du food truck, au milieu du quartier. Mais voilà, est-ce que ça change vraiment la donne ? Il y a un peu une espèce de course à l'émulation et à la différence. Peut-être Alexis Brézé, donc, depuis la lunette du Figaro, à la fois comme observateur, et puis parce qu'aussi vous vous posez certainement la question sur la façon aussi dont vous traitez l'info politique au Figaro, jusqu'où on va dans la modernisation du traitement, et en tout cas, selon quel axe, quoi. Mais moi, je ne suis pas du tout de ceux qui font la fine bouche, ou pire, qui se bouchent le nez en regardant Ambition intime. Je pense que c'est une façon de raconter la politique. Elle est différente des autres. Elle a un certain intérêt. Moi, je pense qu'une certaine vérité des responsables politiques est apparue dans ce dialogue avec Karine Le Marchand. Ça prétend pas réinventer les grandes idées et éplucher les programmes, mais après tout, il y a d'autres émissions qui font ça. Donc, après tout, qu'il y ait une diversité de traitements, ça me paraît très bien. Sur le fond de votre question initiale, il y a dans ce pays, on le sait, une crise de la représentativité, un problème de désaffiliation vis-à-vis des formes d'engagement collectif, partis politiques et autres. Il y a l'abstention, il y a cette colère qui monte. Donc le fait que les médias, les télés, les radios, la presse écrite consacrent plus de place à la politique, d'un point de vue démocratique, ça ne me paraît pas une mauvaise chose. Après, ce sont les spectateurs, les lecteurs qui décident si ça les intéresse ou pas. Et moi, ce que je constate de ma fenêtre, c'est que ça intéresse encore les gens. On a parlé des scores des émissions, et c'est ma seule incursion dans le domaine de la télévision sur les primaires. Ça marche très bien. Nous, on voit côté presse écrite que le lendemain des débats, le Figaro se vend très bien, qui se vendra sûrement très bien le lendemain du premier et du deuxième tour de scrutin, que le Figmag, quand on fait un traitement qui est on va analyser les programmes en montrant bien les différences entre les uns et les autres, ce qui est une autre forme, alors on n'a que les premières remontées, mais il semble que ce soit bien vendu. Que sur le web, où là on peut vraiment mesurer, article par article, l'impact des papiers, on voit que très souvent,
ce sont des articles politiques qui sont en tête de la journée. Alors ça peut être le meeting de Juppé, une analyse, un petit truc un peu plus rigolo, ça peut être le mariage d'Estrosi. Est-ce qu'il est déjà arrivé, pardon, qu'un meeting de Jean-Frédéric Poisson arrive en tête des articles le plus lus, enfin, ou un papier, plus généralement, une interview de Jean-Frédéric Poisson en tête des articles les plus lus? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, on en a fait une sur le papier il y a 2 jours, donc sur le papier, on ne peut pas mesurer l'audience. Cela dit, ce que je crois, c'est que quand on a vu Frédéric Poisson, quand les téléspectateurs ont découvert Frédéric Poisson sur le plateau de la primaire, ils étaient plutôt contents. Ils disaient, tiens, voilà un gars qu'on ne connaît pas, il n'est pas inintéressant. Et donc, je pense que la volonté de voir des nouvelles têtes, elle est très forte. Ce qu'on reproche aux médias, c'est pas de montrer des gens d'importance pas assez grande, c'est au contraire de montrer toujours les mêmes. Donc plus on peut montrer des gens différents, plus c'est bien. Après... moi, je suis frappé, oui, de voir que malgré tout, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir à de nouvelles formes pour raconter la politique, de nouveaux formats. Il y a l'écrit, il y a, y compris pour nous, médias traditionnels de la presse écrite, la vidéo, l'infographie animée. Enfin, on est en train de développer tout un tas de trucs. On parlait tout à l'heure avec Etrinel de ce qu'on avait fait, nous, le Figaro, le soir du premier débat. On fait un Facebook Live et on balance nos propres émissions avec nos moyens sur le site du Figaro. C'est quand même 310 000 vues et 440 000 vues sur Facebook. Donc ça veut dire que ça intéresse des gens. Donc bon, donc il faut imaginer, je crois, de nouvelles formes pour raconter. Alors c'est quoi les nouvelles formes du coup? On va passer le côté abondance. Manifestement, vous êtes tous d'accord, mais comment est-ce qu'on renouvelle le traitement? Je crois qu'il faut, d'une part, il faut se dire que chaque média ou que chaque canal a sa façon de raconter les histoires. Qu'on ne raconte pas les mêmes histoires sur le print. Et on voit bien que sur le print, on va de plus en plus vers du long format, de l'enquête, de l'exclusivité. Sur le web, où il faut faire intervenir de la vidéo, de l'infographie, de l'infographie animée, ou sur un flux vidéo, où c'est encore d'autres techniques. Et donc chaque canal doit trouver son mode de narration. Et c'est un des défis auxquels on est confronté, c'est de trouver ces nouvelles grammaires qu'il faut imaginer pour chacun des canaux sur lesquels les mêmes journalistes, parce que ce sont souvent les mêmes, vont avoir à s'exprimer. Ça, c'est, me semble-t-il, le premier défi. Et puis le deuxième, c'est d'élargir le champ de la politique. Une des choses dont, me semble-t-il, souffre la politique, c'est s'être réduit à la vie politicienne. C'est effectivement tous ces leaders politiques qui se bouffent le nez, et ça peut parfois tourner en rond. Mais la politique, c'est pas que ça. La politique, c'est des enjeux, c'est des débats. La politique, c'est la question de la mondialisation. La politique, c'est la question des migrants. Donc, plus on traite ces sujets-là au fond, en allant sur le terrain et en allant au fond des choses, plus on traite en fait de la vraie politique. Et plus on... En fait, il y a 2 façons, me semble-t-il, d'élargir le champ. C'est soit en allant plus près du terrain, en allant raconter les problèmes que vivent les gens, c'est de la politique. Et puis de passer par en haut, à travers les débats intellectuels. Quand on fait un interview sur une page Pierre Nora dans le Figaro il y a 3 jours, sur les leçons qui tirent des attentats du Bataclan, c'est de la politique. Quand Villepin nous dit ce qu'il pense sur 10 feuillettes de l'élection de Trump, c'est de la politique. Donc la politique, ça n'est pas que, même si ça peut avoir son intérêt, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et les autres, ou Valls et Macron. Donc si on arrive à tenir les 2 bouts de la ficelle, je pense qu'on peut réintéresser les gens à la politique. Ce que je peux faire réagir Gilles Finkelstein. Alors vous êtes à la fois directeur des études d'Havas, mais l'honnêteté oblige à dire que vous êtes aussi directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Ce qui n'est pas un défaut. C'est pas secret. Voilà. Sur, donc, encore une fois, cette manière de traiter la politique... Oui. Je suis un peu un intrus dans ce débat, puisque je suis le seul à ne pas être journaliste, et je suis maintenant plus éloigné de la politique que je ne l'étais il y a quelques années. Je rebondis de manière en style un peu télégraphique sur les différentes questions qui ont été évoquées. D'abord sur le trop-plein, on est sur un drôle de marché, parce que au moment précis où la demande faiblit, l'offre s'accroît. Ça, c'est assez rare. La politique subit depuis de nombreuses années une perte de statut, l'abstention progresse, la popularité moyenne des responsables politiques chute, et c'est le moment précis où jamais il y a eu autant d'émissions. Quand le week-end arrive et qu'on regarde la liste des émissions politiques du week-end, ça finit par donner le tournis, avec même ce paradoxe dans le paradoxe qui est que
la perception de l'uniformité des émissions est sans doute forte, alors qu'il y a une diversité absolument considérable des formats. Deuxième rebond sur la question des primaires et du temps de la primaire. C'est sans doute vrai, c'est peut-être vrai du point de vue des médias, en tout cas, le souvenir ancien du temps où j'étais plus proche de la politique, c'est extrêmement long quand on est du côté des campagnes. Savoir, quand on est désigné au mois d'octobre ou au mois de novembre, comment on occupe son temps jusqu'à l'élection elle-même, alors qu'on a déjà beaucoup dit, c'est extrêmement compliqué. C'est ce à quoi va être confronté le vainqueur de la primaire des Républicains dans peu de temps. Et encore, ils ont tiré quelques leçons de la primaire de 2011 organisée par le Parti socialiste en décalant un peu le calendrier. Troisième remarque sur la question des exclusivités. Moi, je suis frappé. Les demandes d'exclusivité, je crois que ce peut être des choses qu'absolument exceptionnelles. La logique de la fragmentation des médias, c'est la répétition des messages. Et donc, vous avez des responsables politiques, quand ils ont un événement qui passe d'un média à un autre, et c'est inévitable. Quand il s'agit d'annoncer une candidature à l'élection présidentielle, qui est une logique d'exclusivité, sans aucun doute. Mais donc, je trouve qu'il y a trop de rigidité sur cette question de l'exclusivité, qui me paraît être un faux problème. Et qu'en revanche, les médias sont souvent, je dis ça, je ne devrais pas le dire, mais trop souples pour le reste, qui est le plus important sur la question du contenu, dans les discussions qu'il y a qui vont trop loin, sur les thèmes qui vont être abordés, sur le choix des débatteurs quand il va y en avoir. Et là, je pense qu'il pourrait, si on veut qu'il y ait plus de spontanéité dans la politique, il faudrait être sur des positions un peu plus rigides. Je termine d'un mot sur la question de la personnalisation. La personnalisation de la politique, elle est dans toutes les démocraties. C'est pas du tout un phénomène français. Il y a un phénomène français lié à deux choses. L'élection du président au suffrage universel direct, qui malgré tout modifie la donne, et maintenant les primaires qui renforcent encore la personnalisation. Après qu'il y ait des émissions, alors Ambition intime ou d'autres, dans lesquelles on essaie de davantage cerner la personnalité des candidats, ça ne me pose pas en soi de problème, dès lors que ça ne se substitue pas au fond, et dès lors, je suis vieux jeu de ce point de vue-là, que la porosité entre le privé et le public ne soit pas trop forte. Est-ce que ça a l'air de faire consensus, peut-être, chez Razat, sur la façon dont... Alors, oui, Politico, c'est un pure player américain, et vous en dirigez la filiale à Bruxelles, donc européenne. Ouais. Donc ça donne un double regard depuis 18 mois, parce que... Alors, Politico, en effet, c'est un traitement à la base différente, parce que ça part peut-être d'un constat qui était au moment des élections, d'ailleurs, d'Obama. C'est qu'en fait, les médias couvraient l'histoire politique, qui pouvait être ennuyeux ou trop banal, ou trop... souvent, soit comme un commentateur. Nous, on aime beaucoup comparer la politique à un jeu de football. Et soit comme un commentateur assez éloigné, soit comme un commentateur trop engagé, comme on l'a vu d'ailleurs récemment. Nous, on pense que le média, et en tout cas c'est comme ça qu'on fait notre couverture, doit être beaucoup plus un arbitre sur le terrain, en train de courir avec les gars, mais de ne pas prendre vraiment position, de faire le carton rouge, mais à aucun moment prendre la position d'un commentateur de football qui prend position pour une des parties. Ce qui s'est beaucoup aggravé avec le mainstream media, on l'a vu aux États-Unis récemment. Donc ça, c'est notre positionnement, et aussi une croyance qui, depuis 2007, où on s'est lancé aux États-Unis, se confirme, puisqu'on a fait des gros investissements d'ouvrir aussi en Europe, que la politique, on est dans un ère excessivement politique. Aujourd'hui, ce qui se passe à Berlin, à Paris, à Londres, à Bruxelles et à Washington, le political game entre ces villes sont en train d'avoir un impact énorme. Et la manière dont les populations sont en train de voter, leur façon avec la politique, on n'a jamais vécu un moment aussi politique depuis très longtemps. Et je pense que c'est un moment assez unique pour les médias dans la manière de le couvrir. Et c'est un moment passionnant. Les gens, ça l'intéresse. Aux États-Unis, nous, on l'a vu, même étant un digital media,
le nombre de visiteurs qu'on avait. Alors, les primaires sont beaucoup plus longs. Aux États-Unis, ça fait 2 ans qu'on est en campagne. Donc, la lassitude, vous avez raison, puisqu'il y avait 60 à 70% des Américains qui voulaient que ça finisse. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il y a une lassitude. Mais en tout cas, les chiffres, nous, on est un média beaucoup plus niche, de political junkies, comme on l'appelle, des gens passionnés de politique. Il y a un vrai marché, et nous, on le voit en Europe aussi. Et justement, depuis Bruxelles, ce que vous observez le traitement de la politique en France, il est assez proche de la façon dont c'est traité en Belgique ou dans les autres pays peut-être que vous avez observé? Ça s'est accentué, on le voit, parce que même nous, on couvre un peu plus à cause des primaires ce qui se passe en France. Je pense que ça s'est intensifié, ça c'est clair. Mais je ne pense pas que c'est négatif, moi je pense que c'est très positif. Je pense qu'après ce qui s'est passé par contre aux États-Unis, nous on est très neutres. Je pense que les médias ont besoin d'être plus un arbitre et moins un commentateur engagé. En tout cas, c'est ce que la population semble avoir. Arbitre, ça veut dire quoi? Fact-checker? C'est d'être sur le terrain, de donner des cartons rouges, mais pas avoir un avis, mais c'est quoi, pas se réjouir. Carton rouge, je pense qu'on pouvait donner un carton rouge à Trump sans prendre position et crier de manière comme un commentateur qui est ravi que Hillary Clinton a fait un but quand elle réussissait un coup. Je pense que le mainstream media aux États-Unis s'est beaucoup trop engagé, d'ailleurs on le voit, mais c'était assez flagrant si on y allait beaucoup pendant cette période aux États-Unis. Si je peux rebondir sur ce que dit Sherazade, il y a un point qui me semble très intéressant, et elle parlait des villes, de la politique. Moi, je voulais parler des peuples, et donc de la représentation, donc de nos concitoyens, des concitoyens français. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Comment faire émerger le débat, le vrai débat, pas forcément celui entre les différents acteurs politiques, mais ceux qui, à un moment donné, les sanctionnent ou valident leur politique. Donc, comment représenter la population française. Et c'est vrai que c'est assez cyclique, finalement. Peut-être parce que nous, journalistes, n'avons pas suffisamment d'imagination, je n'en sais rien, mais on revient finalement à des représentations assez cycliques. Là, on est un peu aidé par les nouvelles technologies, parce que finalement, on peut dépasser le cadre du français ou du panel de français ou des français représentatifs qui se trouvent sur un plateau pour interroger tel ou tel homme politique. Et on a maintenant, je trouve, à notre disposition des moyens, des outils qui passent beaucoup par les réseaux sociaux, avec la prudence qu'il faut avoir sur ce que ça représente, sur les communautés. Mais néanmoins, je trouve que pour des journalistes, c'est assez intéressant d'aller chercher des informations, des ressentis, des opinions auxquelles ils n'ont pas forcément accès, ou à travers les instituts de sondage, ou à travers les propres opinions qu'ils s'en font avec leurs journalistes. Et donc ça nous amène aussi à revoir, sans doute, on parlait des concepts, des formats, des émissions, ça nous amène, je pense aussi, à revoir un peu la façon dont on fait, dont on décline des émissions politiques, en étant peut-être aussi un petit peu plus 360, en allant chercher les gens qui se trouvent devant la télévision. On sait que le public qui regarde la télé est un public sans doute un peu plus âgé que parfois des publics qui se trouvent sur des communautés précises et des réseaux sociaux. Donc je pense que pour les médias, quels qu'ils soient, et Alexis parlait du print et du web, pour la télévision c'est pareil, adresser un peu plus largement, au-delà d'un public récurrent qu'on connaît peut-être mieux, d'aller chercher des gens qui ne vont pas forcément voir nos journaux ou voir nos émissions politiques, de les intéresser aussi à des problématiques politiques. Voilà, ça peut être intéressant. Et ça nous aide à décliner un peu différemment et à représenter peut-être un peu mieux. C'est ce qu'on a vu aussi aux États-Unis, cette fracture, ce gap. Pourquoi les médias ne l'ont-ils pas vu? Bon. Donc si je ne trahis pas votre pensée, pour donner la parole aux vrais gens, entre guillemets, on ne constitue pas, on ne prend pas un groupe de 100 personnes qu'on met sur le plateau, on n'est pas en liaison en direct avec un institut de sondage qui fait tourner un panel en cours d'émission, mais par contre, on analyse de manière un peu fine et documentée la conversation sur les grands réseaux sociaux. L'un n'exclut pas l'autre, mais je pense qu'on a en tout cas plus d'outils que nous en avions, même il y a 5 ans pour la présidentielle passée, où on était quand même assez directement
sur un panel ou des Français que nous choisissions nous-mêmes. On a maintenant un petit peu plus d'outils à notre disposition. Après, tout n'est pas égal à tout. Un institut de sondage et un réseau social qui analyse une conversation sociale, ça ne dit pas la même chose. Et c'est à nous de l'expliquer aussi aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Mais il me semble qu'on peut faire ressortir, remonter, peut-être un peu plus facilement en 2016, voilà, des choses qui étaient assez compliquées à quantifier au-delà des instituts de sondage, qui, parfois, on le voit, font une photographie, sans doute très mathématique et très précise, mais c'est une photographie de l'instant. Et ça ne dit pas forcément ce que la totalité des gens pensent. On a beaucoup parlé du vote caché ces derniers temps. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de très nouveau, c'est qu'autrefois, la relation entre les médias et leur public, leur audience était verticale. Les gens écoutaient, lisaient un journal, écoutaient la radio. Maintenant, un des changements, notamment avec Internet, c'est qu'ils se parlent entre eux. Ils savent ce que disent les autres et la façon dont on réagit les autres lecteurs à ce qu'ils ont entendu, au message du média. Nous, au Figaro, on a 900 000 commentaires par mois sur le site. 900 000 commentaires, ça veut dire 30 000 par jour. Et encore là, je ne parle que de ceux qui sont publiés, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de logiciels et d'êtres humains qui trient un certain nombre de messages, d'ailleurs 15% qui ne sont pas publiés. Donc c'est absolument colossal. Mais c'est intéressant à analyser, on en fait des restitutions, c'est intéressant pour le journaliste à regarder, mais le premier usage de ça, c'est l'internaute lui-même. C'est-à-dire que non seulement il écrit, mais il regarde ce que les autres écrivent. Et ils se répondent. Et donc il y a une espèce de dialogue à l'intérieur du dialogue qui se noue à l'intérieur de nos audiences. Et ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, pardon Alexis, de manipulation? C'est ce qu'on dit de TripAdvisor, ou TripAdvisor ou autre comparateur, dans lequel, à un moment, telle enseigne ou tel truc blindait les d'avis favorables s'affiche. Et puis voilà. Est-ce que sur des débats politiques, il n'y a pas le même type de... Ça peut arriver. Évidemment que ça peut arriver. Alors ça nous est arrivé, par exemple, dès qu'on parle de Russie, on va arriver des milliers de messages, notamment quand on fait tous les jours un vote pour, contre, oui, non, et de temps en temps on sent que là il y a des trucs qui se passent derrière. Mais on prétend pas que c'est un sondage, ça n'est pas un sondage. Il n'y a pas de méthode des quotas, ça n'est représentatif de rien si ce n'est des gens qui votent. Donc ça ne veut pas dire autre chose que ça, et on l'a jamais présenté comme un sondage. Après, l'indicateur de mobilisation d'un camp, d'un parti, d'un candidat, ça a aussi une signification. Ça ne veut pas tout dire, mais le fait que les militants de tel ou tel candidat se mobilisent davantage sur les réseaux sociaux, sur les sites, ça a aussi un sens. C'est une réalité qu'on peut analyser à travers le prisme de l'analyse intellectuelle, à travers le reportage sur le terrain, à travers les sondages, à travers les réseaux sociaux. Ce sont des multiples portes d'entrée dans une réalité qui est complexe, et chaque porte d'entrée se complète. Après, je crois que, malgré tout, à la fin, il y a un moment où la façon de voir, la capacité d'analyse du journaliste, en tant que compte, et rien ne la remplace. C'est-à-dire que les journalistes américains dont on parlait tout à l'heure, ils avaient tous les éléments. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le Rust Belt avec les poor white trash et tout ça. Ils le savaient. Donc c'est pas le problème, il n'y a pas de biais méthodologique, il n'y a pas une façon de travailler. Il y a simplement, quand on est trop persuadé de quelque chose, on ne veut pas voir autre chose. Ben, ça, c'est la vie. Et donc le seul moyen de contrebalancer ça, c'est la diversité à l'intérieur des médias ou la diversité entre les médias, qui fait qu'il y a des visions du monde. Là, en l'occurrence, aux États-Unis, je crois qu'il y a un quotidien qui est le Los Angeles Times qui a régulièrement expliqué que Trump allait gagner, mais c'est le seul. Et donc, le fait que 90 ou 15% des médias disent tous la même chose, ça pose un problème. En tout cas, ça introduit un biais dans l'analyse. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés. Et ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez... Je ne crois pas ils ne sont pas assez allés voir. Ça n'est pas vrai. Ils sont allés voir. Seulement... Malheureusement, souvent, mais les journalistes sont des êtres humains, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Le prisme mental est plus important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir. Évidemment, il faut aller voir. Mais après, chaque média, chaque journaliste a sa façon de voir. L'embêtant, c'est quand ils pensent tous la même chose. Marie, vous voyez. Oui, je pense que là, on touche le vrai problème qui est celui de la presse, c'est que chez l'élection de Trump ou en 2002 en France, les sondages, je pense, se trompent moins que les journalistes. Absolument. Parce que je pense que les gens votent aussi en fonction des sondages. Et si le candidat qu'ils souhaitent voir désigné a beaucoup d'avance, ils vont moins aller voter que si ça leur est annoncé comme serré. Et tant qu'on continuera à prendre les sondages pour des prévisions, on continuera à dire qu'ils se trompent. Les journalistes sont une profession qui est extrêmement déstabilisée,
par l'arrivée du numérique qui hiérarchise l'information différemment. Avant, on pouvait se dire l'information a-t-elle une importance? Quelles seront ses répercussions dans la vie des gens? On hiérarchisait en fonction de ça. Maintenant, on hiérarchise en fonction de ce qui se produit sur Internet et sur les réseaux sociaux et en fonction, pour certains médias, uniquement des clics que ça va générer, pas forcément la lecture de l'article en entier, mais simplement le fait d'avoir cliqué. Et c'était arrivé à tout le monde de parfois cliquer sur des articles dont le titre nous interpelle et puis on n'attend même pas que ça s'ouvre, on passe à autre chose. Mais on a cliqué, c'est comptabilisé. Donc je pense qu'on est vraiment au cœur éventuellement même on l'a partagé dans l'intervalle. Éventuellement. Il paraît que 3/4 à peu près des gens qui partagent. Donc, je pense, pour revenir à la question de la diversification, il faut qu'il y ait dans le journalisme et dans les chaînes. Alors c'est plus facile à faire pour des chaînes de niche comme nous, qui avons un public plus restreint, identifié, qui est un public qui s'intéresse à la politique toute l'année, que pour des chaînes généralistes qui doivent concerner tout le monde. Mais il y a aussi une part d'intuition pour se dire, voilà ce qui intéresse les gens, ce qu'ils ont envie de savoir, et plutôt que de s'appuyer sur des sondages qui nous rassurent, puisque les sondages le disent, mais en réalité, les sondages traduisent une certaine donnée à un instant T et qui n'est pas forcément notre auditoire. Donc je pense qu'il faut vraiment que chaque média assume ce qu'il est par rapport à son public, ses aspirations. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce qui s'est fait, puisque je peux le dire, puisqu'on ne le répétera pas, ce qui s'est fait sur le deuxième débat de la primaire LR. Les Français, je pense, ne sont pas aussi intéressés que ça par le sujet Bayrou. C'est un sujet qui fait que ça donne des échanges un peu musclés et clivants entre les intervenants, donc ça garantit le suspense et le fait que les gens restent. Mais je pense que les gens sont plus intéressés par les questions d'éducation, qui sont arrivées à la fin du débat, où là tout le monde était fatigué et donc ce n'était plus intéressant. C'est pour ça qu'on va peut-être pouvoir en reparler dans un autre débat, parce que ça, je pense que l'éducation, c'est un sujet qui passionne les Français et qui est peu traité finalement dans le débat de la primaire par rapport au temps qui a été consacré à François Bayrou. Non, mais précisément sur la façon de donner leur place à la voix des Français, entre guillemets, sur le plateau. Est-ce qu'il faut prendre des témoignages, faire du micro-trottoir, avoir des panels comme ça s'est fait dans les échéances précédentes, faire ce que disait Catherine, qui n'est pas exclusif, elle l'a précisé, qui est avoir l'aide de collaborateurs, de chercheurs ou autres analystes qui regardent et scrutent ce qui remonte des réseaux en termes de thématiques privilégiées ou autres. Je pense qu'il faut, très brièvement, il faut utiliser toutes les données. données. Tout, c'est bien, mais c'est encore mieux. Oui, mais on a des tas d'outils, donc utilisons tous les outils. Ce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a un Français qui représente une catégorie de Français sur le plateau qu'il est plus légitime que les journalistes qui interrogent et qui sont des vecteurs. Moi, je pense pas qu'ils soient arbitres en France. Ils sont vecteurs et ils transmettent, et dans les deux sens, je pense. Mais je pense pas que notre rôle en France soit d'arbitrer. Gilles ? Deux mots. D'abord sur les journalistes aux États-Unis et puis sur la France. Il y a des situations, Alexis a raison de le dire, où l'on ne croit pas ce que l'on sait. C'est la formule du philosophe Jean-Pierre Dupuy. Là, c'était pire. C'était pire ou pas pire, mais... Ou voir ce que l'on voit, disait Peggy. Oui, mais là, on peut reprocher aux journalistes américains un excès d'engagement sur leurs propres convictions. En revanche, sur l'analyse, c'était quand même pas si simple que ça. Parce que j'étais frappé en regardant rétrospectivement, comme tout le monde, ce qui s'est passé dans les jours précédant les élections aux États-Unis. Le pape de l'analyse politique, Nate Silver, la star, qui avait annoncé en 2012 50 États sur 50 et 49 sur 50 en 2008, a nourri une polémique à son corps défendant dans les jours qui ont précédé le scrutin pour la raison suivante. Il a révisé le pourcentage de chances qu'il donnait de victoire à Hillary Clinton en passant de 80 et quelques à 70%. Les autres, tous les autres, lui sont tombés dessus en lui disant 70%, c'est pour créer un faux suspense. Donc, celui qui était, à l'exception mais dans les plus reconnus, celui qui était le plus pessimiste pour Hillary Clinton était à 70% de probabilité de victoire. Donc il y a quand même eu une faillite dans les éléments d'analyse pour exonérer un peu la responsabilité des journalistes. Deuxièmement, sur notre situation, les journalistes toujours, et
ce débat récurrent qui a été évoqué sur les vrais gens. Il y a des avantages. Il ne faut pas le nier. Je disais tout à l'heure, il faut essayer de recréer de la surprise. Les vrais gens, entre guillemets, ça permet de sortir des éléments de langage, ça permet de recréer des moments d'émotion, ça permet d'avoir d'autres mots, d'autres questions. Bon, ça a aussi des inconvénients. La dernière grande émission de ce type avec le président de la République en a été une bonne illustration. C'est-à-dire qu'on a une succession de questions parfois d'intérêt très personnel, qui fait que le sens d'une action se perd et que la politique, ce qui est un de ses travers depuis de nombreuses années dans notre pays, se perd de plus en plus dans la technique. Bon. Donc, c'est pour ça que tout ça est cyclique, parfois on y revient. Mais la question, c'est est-ce que les réseaux sociaux peuvent se substituer aux vrais gens? Et je pense là, il y a un bon usage des réseaux sociaux, mais je crois le pire serait, et ce qu'on voit souvent, les réseaux sociaux comme source de questions. C'est-à-dire qu'on remplace les vrais gens par les questions qui sont posées sur les réseaux sociaux, où je trouve qu'on a tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a à la fois des questions qui sont des questions parfois très catégorielles, sans avoir l'émotion que l'on peut avoir quand on a des Français sur le plateau. En revanche, il y a un bon usage, évidemment, qui est de permettre de voir des tendances, qui est permettre d'aider au fact-checking, parce que là, il y a des ressources absolument considérables. Mais au final, je pense que rien ne remplace un bon journaliste. Alexandre, c'est aussi votre point de vue? Moi, je pense qu'on ne peut pas donner la parole aux vrais gens, en réalité. Voilà, je pense que tout ça, c'est une illusion. C'est des choix qu'on fait, effectivement, dans les émissions, d'avoir un point de vue. On donne la parole à des Français pour avoir un point de vue, pour pouvoir confronter un homme politique à une dramaturgie très particulière, qui est celle à laquelle sont confrontés un certain nombre de nos concitoyens, mais en aucun cas on ne donne la parole aux vrais gens, à aucun moment, parce que statistiquement c'est impossible et on n'a pas les outils pour ça. Par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'en est qu'au début, et quand on regarde par exemple ce que peut nous apporter Twitter, Twitter est un outil intéressant, puisqu'il va nous donner par exemple, ce qu'on fait au cours de l'émission politique, on regarde quelles sont les questions qui sont les plus débattues sur Twitter. Mais même ça, c'est biaisé. Ça nous montre simplement l'intérêt qu'ont les gens qui sont inscrits sur Twitter de ces questions. Et on le sait, souvent Twitter, c'est un peu comme le courrier des téléspectateurs il y a quelques années. Ce sont les gens les plus vindicatifs ou les plus militants ou les plus engagés qui vont aller réagir sur Twitter. C'est souvent le cas aussi d'ailleurs sur les forums, sur les commentaires qu'on a sur un certain nombre d'articles sur le numérique. Donc je crois que tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup d'humilité. Quand on essaye de réintroduire ce qu'on appelle abusivement les vrais gens sur les plateaux, c'est d'abord pour permettre aux journalistes d'avoir une autre entrée d'interrogation vis-à-vis de l'homme politique. C'est pour le confronter à des problématiques du réel auxquelles nous ne sommes pas confrontés en réalité, et ce qui nous permet de faire rentrer un peu, une toute petite partie de cette réalité sur le plateau. Et c'est ça véritablement auquel on est confronté. Maintenant, depuis des années, on essaye en permanence sur les plateaux de réinventer la politique, de permettre effectivement à d'autres formes de s'exprimer. Mais voilà, il faut être très honnête, hein, je pense qu'on n'invente rien. En réalité, on a des outils différents. On a parfois des outils statistiques supérieurs à ceux qu'on a pu avoir dans le passé. On a une expression avec des panels plus forts, plus intenses, des points de vue plus virulents ou plus nombreux, mais c'est tout. Ce que je crois on peut apporter, c'est autre chose. C'est-à-dire des décryptages qui sont des décryptages qu'on n'a pas forcément eu dans le passé, parce qu'on a connu dans le passé une politique parfois plus institutionnelle, qu'à la lueur des événements qui ont marqué ces dernières années, on s'est peut-être interrogé sur la notion de vérité en politique, qu'aujourd'hui, même si on en voit aussi là les limites, peut-être que le fact-checking doit rester quelque chose de présent dans nos habitudes de questionnement. Peut-être qu'on doit s'interroger Quelles aussi. limites, pardon, même si on en voit les limites, c'est... Oui, ça reste. Il faut pas. C'est pas l'alpha et l'oméga. À un moment, on a considéré que ça devait être l'alpha et l'oméga de nos nouveaux journalismes, qu'on devrait confronter absolument tout. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens de demander à un homme politique le prix d'un pain au chocolat. Oui, oui. Mais en revanche,
ça a un intérêt de poser la question, de savoir, quand on a un chiffre sur les déficits, de savoir pourquoi l'homme politique en face tord un chiffre volontairement. Là, ça a du sens, effectivement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut s'interroger aussi sur la pédagogie, qui doit être la nôtre, sur le décryptage des lois, sur le décryptage des actions des uns et des autres. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les outils numériques nous permettent de mettre en forme de façon beaucoup plus accessible au grand public. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On doit aussi peut-être se poser la question du journalisme de solution. À chaque fois, quand on est confronté à un homme politique, au lieu peut-être de lui laisser développer un programme qui est un programme sur lequel, finalement, qui est souvent très incantatoire, peut-être essayer d'aller là. C'est peut-être une question du réel, d'aller lui demander une solution précise sur un problème précis. C'est ce que font parfois nos Français quand on les fait rentrer dans ces questions-là. Enfin, une étude de cas, entre guillemets. Par exemple, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Donc, oui, on doit s'interroger là-dessus, mais en aucun cas, je pense qu'il faut céder à l'illusion qu'on permettra que le biais de comprendre véritablement aujourd'hui l'opinion, c'est de faire rentrer des Français sur un plateau. Ensuite, sur la question de savoir comment aujourd'hui être peut-être plus proche de la réalité d'un pays, c'est vrai, Alexis a raison, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est quels sont le début, la fin, le milieu du journalocentrisme. En réalité, c'est vrai que souvent, on est nous-mêmes au sein des rédactions dans un rapport à la rationalité qui nous égare par rapport à la réalité du vote. C'est-à-dire qu'on veut toujours croire, et ça a été souvent le cas sur Trump, qu'il y avait un vote de raison. Parce que quelqu'un va dire n'importe quoi, on ne va pas voter pour lui. Parce que nous pensons que c'est irrationnel. C'est bien la preuve qu'à certains moments, nous-mêmes, nous sommes coupés d'une partie, effectivement, de la réalité des votes du pays, et qu'il faut s'interroger, nous, en tout cas en termes de reportage, en termes d'exercice sur le terrain, en termes de radioscopie de ce pays, de ce que pensent effectivement plus les électeurs. Est-ce qu'il y a véritablement un vote caché ? Moi, je ne le crois pas. Il y a surtout nous qui n'entendons pas toujours ce que disent les électeurs. Et peut-être que dans ce décryptage, dans ce regard que nous devons peser, il y a une notion, moi je pense qu'aujourd'hui on doit remettre au cœur du journalisme, c'est la question d'empathie. Et je pense que ces dernières années, on a eu un problème, c'est qu'on a oublié cette notion d'empathie et cette capacité nous-mêmes à tenter de comprendre quel était le problème des gens. En 2001, 2002, lors de la campagne de Lionel Jospin, c'était très intéressant de voir à quel point on avait finalement une équipe fière de ses résultats économiques. C'était formidable. Et Lionel Jospin, tout au long de la campagne, il disait « Regardez ces résultats économiques, regardez le chômage, comment on l'a fait reculer, ainsi de suite, même si sur la fin de la campagne, les résultats étaient moins bons. » Mais comment on explique, statistiquement, à quelqu'un qui a perdu son emploi, qui est en chômage de longue durée, qui a autour de lui des gens qui ont des problèmes divers et variés, comment on lui explique que l'outil statistique devrait le convaincre que tout va bien pour lui ? Exemple. Et c'est le cas d'Obama. Quand on parle de la victoire de Trump, il faut s'interroger sur la responsabilité d'Obama. Parce qu'on a tous regardé l'anti-hilarisme, mais peut-être que la responsabilité d'Obama était encore plus forte quelque part dans la victoire de Trump. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, nous devons, à défaut d'inventer des nouveaux outils ou tenter d'essayer de faire rentrer un peu artificiellement, finalement, des Français sur les plateaux, peut-être que c'est nos propres méthodes journalistiques qui sont à questionner. Je ne dis pas que moi j'ai les solutions, mais en tout cas, on doit s'interroger sur ces dernières années. Et peut-être que quelque part, quand il y a une partie des Français qui nous, finalement, qui nous associe, qui nous identifie comme étant nous-mêmes l'élite et l'établissement, on doit au moins prendre le temps de s'interroger là-dessus. Voilà, c'est fait. Peut-être on s'achemine doucement mais sûrement vers le thème de notre échange, mais en fait, peut-être ce qui résume aussi ce que vous disiez à l'instant, Alexandre, et en commençant par Gilles, est-ce que au fond, à la fin, les Français vont acheter un programme, une vision ou une personnalité, à votre avis, enfin à la fois dans votre sensibilité, parce qu'évidemment, ça,
ça pèse beaucoup ensuite sur le traitement en données. Ça va justement, enfin, dans le débat, y compris un peu plus microcosmique, ambition intime versus est-ce que c'est de la politique ou pas de la politique, fait de savoir si à la fin les électeurs achètent encore une fois une vision, un homme, un programme, c'est pas indifférent. Alors, je vais répondre à la question, mais en rebondissant sur ce que disait Philippe. Il y a eu une excellente formule d'un analyste américain après les élections qui disait que les supporters de Trump l'avaient pris sérieusement, mais pas littéralement, alors que ses opposants avaient fait l'inverse. Et je crois que c'est très juste, et ça permet de revenir à la question de Philippe. Je dis ça, je prêche contre ce que je fais moi-même avec la Fondation, mais penser que les électeurs votent d'abord, avant tout, principalement, exclusivement sur une série de mesures et de propositions, je pense que c'est un leurre, qu'ils votent sur un processus qui est très complexe, mais sur un mélange dans lequel il y a la personnalité, des valeurs, une vision, une méthode, et que là-dedans, les 110 propositions, les 60 engagements n'ont qu'une part qu'il faut mettre à sa juste part. Mais pardon, d'abord, est-ce que c'est évolutif ? Est-ce que, y compris la dimension dictature de l'urgence, pour citer un excellent livre dont Gilles Finkelstein est l'auteur, et donc cette accélération, ce surcroît d'émotions permanentes véhiculées par les réseaux, est-ce que du coup ça rend le vote encore moins rationnel ? Est-ce que Alors, je suis pas sûr que ça le rende. C'est quoi la dynamique, en fait ? Alors, je suis pas sûr que ça le rende moins rationnel. En revanche, ça modifie les comportements électoraux. Je vais vous donner une illustration qui m'a beaucoup frappé pendant la dernière élection présidentielle. On avait essayé de suivre ce que l'on appelle la mobilité électorale, c'est-à-dire les électeurs qui changent d'intention de vote ou d'intention de voter au cours de la campagne, ce que les sondages ne permettent pas de faire, puisqu'on renouvelle l'échantillon à chaque vague. Et donc, on avait mis en place, avec le Centre d'études de la vie politique française et Ipsos, un panel de 6000 électeurs qu'on avait suivis pendant 6 mois, ce qui permettait de retracer le parcours individuel de chacun et donc de mesurer la réalité de cette mobilité électorale. On l'avait fait parce que notre intuition était que les fidélités partisanes étaient plus faibles qu'auparavant. Résultat, entre novembre 2011 et mai 2012, combien d'électeurs, quel est le pourcentage d'électeurs qui ont changé soit d'intention de vote, soit d'intention de voter ? 5%. 10, 20, la réponse est 56. 56%. Dont un tiers qui a changé d'intention de vote. Le reste ayant changé d'intention de voter. D'intention de voter, c'est je vais voter, je ne vais pas voter. Voilà. D'accord. Abstention au vote. Et, élément supplémentaire, on s'est demandé s'il y avait un moment de la mobilité, puisqu'on dit, on dit en janvier, c'est la cristallisation. Eh bien, rien du tout. Il n'y a aucune cristallisation à aucun moment. La mobilité est aussi forte dans les 15 premiers jours où on a lancé l'enquête entre novembre et décembre que dans les 15 derniers jours avant le vote. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit simplement ce que j'ai appelé la dictature de l'urgence, mais le rapport à la politique a profondément changé. Les fidélités partisanes ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire d'ailleurs que les pronostics, pour les primaires comme pour les élections elles-mêmes, doivent être faits avec plus de prudence. On répond tous à la même question. Je vais répondre, ce sera aucun des trois ou tous les trois en même temps. Je pense que ces élections arrivent après 2 quinquennats. Auparavant, on avait vécu des septennats ou un septennat suivi d'un quinquennat. Et que ce soit le programme, la personnalité, la méthode, je pense en fait que ce sont simplement des outils et que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est la sincérité. Et c'est ça qu'ils vont mesurer dans la campagne. Non, c'est pas la personnalité. La sincérité, on peut avoir une personnalité comme Trump, pas forcément très agréable, mais je pense que les Américains qui ont voté pour lui le pensent sincère. Et c'est pas sa personnalité. On peut le trouver vulgaire et pas aimer sa vulgarité, mais en même temps le juger sincère, et donc il fera ce qu'il a dit et qu'il a compris ce que voulaient les gens.
Et je crois que cette élection qui vient après celle de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas celui que les gens croyaient avoir connu pendant la campagne, ils croyaient quelqu'un qui était près d'eux et qui finalement le soir de sa victoire est resté enfermé au Fouquet's. Ils pensaient que François Hollande était quelqu'un de gauche, plutôt sympathique, et ils se sont rendus compte que dans son couple c'était pas quelqu'un de sympathique, c'est l'impression qu'ils ont eue. Donc je pense que c'est la sincérité, puisque le programme, de toute façon, on sait que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne sont pas confrontés au contexte qui a permis l'élaboration du programme. Nicolas Sarkozy a été confronté à une crise alors qu'il avait un programme de croissance. Hollande avait un programme social alors qu'il a été confronté à la guerre. Donc ce qui compte, je pense, c'est comment vont-ils réagir, comment vont-ils incarner la fonction. Et là-dedans, ce qui sera déterminant, c'est l'authenticité et l'empathie. Et toutes les émissions qu'on va faire, c'est pour ça que celle d'M6, je pense, aussi a marché, parce que même la pipolisation, la recherche de qui est sa femme, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, il y a du voyeurisme, mais c'est aussi une façon de voir qui ils sont vraiment, parce qu'on sent bien que tout le reste, c'est beaucoup de communication, c'est devenu un élément d'analyse. Hein, il a dit ça, c'est une erreur de com. On a l'impression que la politique, il n'y a pas de sincérité, tout est com, et donc les gens vont, par tous les biais, chercher l'authenticité, y compris dans l'émission de M6, qui a été décriée par les journalistes politiques et les responsables politiques, mais je pense que les gens sont allés chercher ce qu'il y avait derrière et que cette émission leur donnait le sentiment que les gens qui intervenaient dedans étaient sincères. Et donc je pense que c'est ça qui va être cherché et qui va fonctionner dans cette campagne. Moi, je pense que le peuple français est un peuple très politique et que la politique fait partie de ce que nous savons partager. Le plus et sans doute le mieux, entre amis, au café, au boulot, partout. Et que l'élection qui cristallise le plus, l'élection présidentielle, celle qui incarne le plus, c'est quand même la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple. Ça passe certes par un programme, certes par des valeurs, mais ça passe quand même à un moment donné par celui ou celle qui va dégager quelque chose de différent. Alors sans reprendre le terme de renouveau, cher à droite comme à gauche, à un certain nombre de candidats, malgré tout, et spécifiquement je pense en 2017, alors qu'on a vécu et qu'on sent qu'il y a beaucoup de déception, beaucoup de fatalisme, je pense que celui ou celle qui, à un moment donné, va faire sentir, peut-être que c'est de la sincérité, peut-être que ça correspond à des valeurs, peut-être que ça correspond à une partie du programme, peut-être que c'est le tout, mais c'est sans doute cette personne-là, en tout cas que les Français attendent. Et comment je ne sais pas si dans les urnes ça se retrouvera, mais on sent, je pense, plus particulièrement encore dans cette élection, ce besoin, cette envie d'y croire, de croire à quelque chose de différent. Et comment vous allez essayer de faire émerger ça dans votre traitement à TF1 ? Mais il n'y a pas de recette. Enfin, sinon, à la limite, s'il y avait une recette, on ferait tous la même émission. Et puis, sans parler d'audience, on aurait le sentiment de faire la meilleure émission pour être au service du débat le plus efficace. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a des moments, il y a du flair. Je ne sais plus si c'est toi qui parlais de flair. Il y a du flair, il y a ce qu'on sent, il y a ce que nous sommes, il y a ce que nos chaînes respectives, nos journaux, l'expérience aussi, qui à un moment donné joue dans la façon dont on va permettre soit aux politiques, soit aux journalistes d'exprimer quelque chose. C'est quelque chose qui doit prendre, mais qui ne prendra peut-être pas. Là encore, pour paraphraser, mais c'est la rencontre à un moment donné entre un débat, des journalistes qui tentent de faire un débat, et puis des gens qui se retrouvent ou qui retrouvent une part de vérité ou de réponse à des attentes qu'ils ont. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il y a simplement le sentiment, je pense, et sans doute aussi avec tout ce qui s'est passé autour de nous, que nous avons vécu dans notre propre histoire de journaliste versus politique depuis le non au référendum jusqu'à tout ce qui se passe au Brexit, aux États-Unis, etc. Il y a malgré tout toute cette expérience dont on forge aussi, nous, la nôtre. Et puis, il y a toujours un moment, il y a toujours une espèce de climax qui fait que
on a peut-être trouvé la voie pour s'exprimer, pour faire en sorte que les gens s'expriment chez nous. Mais il n'y a pas de recette. Voilà, il faut faire venir des gens ou il ne faut pas faire venir des gens. Les journalistes sont plus experts que les experts plus experts que les vrais Français. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Il y a des gens qui détiennent une parole, qui détiennent un pouvoir d'analyse. Ça n'est pas forcément l'expression d'une profession, même si les journalistes, avec leurs règles, en font leur métier et donc pratiquent ou doivent pratiquer l'autocritique, la déontologie, recouper leurs sources, etc., etc. Mais on n'est pas détenteur d'une vérité, voilà. Et d'autres la partagent avec nous. Alexis, c'est aussi votre point de vue? Catherine disait, si on avait la recette, on ferait tous la mission. Moi, je dirais, si les politiques avaient la réponse à votre question, ils seraient tous présidents de la République. Je pense que, par définition, il n'y a pas de réponse. C'est la fin de l'histoire qui fait le début. Si on prend les choses à l'envers, si la primaire de la droite, c'est Juppé qui la gagne, on dira, les Français ont choisi une stature et une vision. Si c'est Sarkozy, on dira, ils ont choisi une énergie et une personnalité. Qu'un nombre jette, mais c'est là-dessus. Ou une thématique. Et une intensité dramatique dans le choix des thématiques. Si c'est Fillon, on dira c'est sur un projet et sur la rationalité. Donc c'est à la fin de l'histoire qu'on reconstitue des motivations. Qu'on post-rationalise. Et bien sûr. Et alors ensuite, on dit on rencontre un homme et un peuple. Mais c'est pas si vrai parce que les Français ils n'auront pas le choix. Ils vont d'abord, les Français de droite ils vont d'abord choisir un candidat, les électeurs de droite et du centre, et peut-être de gauche, peut-être que Gilles Fickenstein va aller voter, vont choisir un candidat de droite. Qui n'emballera pas tous les électeurs de droite à l'arrivée, celui qui aura gagné. Mais il aura gagné. Un peu plus que les Américains, quand même. Oui, mais attendons la suite, parce que ensuite, aujourd'hui, il est peu probable qu'ils aient envie de se diriger vers un candidat de gauche, surtout si c'est François Hollande. Ils se retrouveront face à Marine Le Pen, dont un grand nombre n'auront pas envie, mais qui sera le réceptacle d'une colère, et là on retrouve le parallèle avec Trump. Un candidat de droite vers qui beaucoup se dirigeront sans en avoir fortement envie. Les difficultés commenceront après. Mais dire, ils iront vers le plus sincère, ils iront vers le plus authentique, le plus énergique, ou celui qui a le meilleur programme, je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Ils en auront deux, puis il faudra qu'ils en choisissent un. Mais oui, ça sera ça. Et ça veut dire combien sera difficile la tâche pour celui qui sera élu. Parce que quel qu'il soit, la vérité, c'est qu'il se retrouvera dans une situation très difficile, parce que l'adhésion, je le crains, mais tout l'indique aujourd'hui, l'adhésion ne sera pas là. Alexandre Carra, vous avez le même... J'ai à peu près la même vision. Moi, je pense qu'il y a un problème. D'abord, je ne suis même pas sûr que ça se situe au niveau de la sincérité. Je crois qu'il y a simplement une question, un rapport, là encore, à la confiance et à la vérité. Aujourd'hui, ce qui est assez spectaculaire, quand même, dans cette élection, c'est que quand on va interroger les électeurs sur le terrain, des gens qui sont prêts à voter Nicolas Sarkozy nous disent que si Nicolas Sarkozy était éliminé, ils préféreraient voter pour le FN que voter pour Juppé. Quand on interroge un certain nombre de gens à gauche, qui sont socialistes, ils préféraient voter pour Mélenchon que voter pour François Hollande, par exemple, si c'était lui qui incarnait la gauche demain. Donc, enfin, en tout cas, à la prochaine élection présidentielle. Donc, clairement, je crois qu'il y a un problème qui est un problème de rapport de confiance. Donc, la sincérité, on en est loin. Je pense que 2007 a été une élection d'adhésion. Ça aurait pu être Ségolène Royal, il y avait le même phénomène. Il y avait un moment, un espoir. Je pense que 2012 a été une élection essentiellement de rejet. Je pense que 2017 s'apparente un peu à une élection de défiance, où on cherche d'abord à essayer de trouver la personne qui tentera de proposer quelques solutions aux problèmes que rencontrent les Français. Et on essaye de savoir, dans l'espace politique aujourd'hui, à qui on peut faire, entre guillemets, plus ou moins confiance, ou de qui on peut le moins se méfier, possiblement. C'est plutôt à ce niveau-là. On est quand même dans un registre qui est très particulier aujourd'hui, quand on élimine plus les candidats qu'on ne les élit en réalité. Donc c'est là-dessus plutôt que les hommes politiques ou les femmes politiques vont devoir probablement tenter de faire la différence, c'est de montrer qu'ils ont des solutions crédibles et d'arriver à convaincre les Français que leurs solutions sont crédibles et surtout que derrière, ils les appliqueront. Et c'est en cela que Catherine Nel a totalement raison. Moi, je pense que les Français aussi sont un peuple extrêmement politique et qui seront justement très vigilants vis-à-vis de ça. Et que leur vote, même s'il allait sur les extrêmes, ne s'apparenterait pas au vote de Trump,
aux États-Unis, mais plutôt à un vote clairement de défiance vis-à-vis de pratiques qu'aujourd'hui ils contestent. Sherazade, c'est aussi votre opinion pour avoir le dernier mot. Dernièrement, je pense que ça va être une année quand même passionnante parce qu'il y aura avant des élections françaises 2 autres. Hein. C'est le référendum en Italie qui sera intéressant. Après, il y a le Pays-Bas. Après la France et après l'Allemagne. Donc c'est quand même, on rentre dans un stadium moment pour l'Europe avec pas mal d'élections. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il y aurait un engouement. Juste un point. Moi, je pense qu'il y a eu une chose. Je pense que, vous avez dit, on n'entend pas le peuple ou on n'a pas d'empathie. Je pense que dans le traitement des médias, il y a aussi un traitement. On a réduit les médias mainstream américains, ont réduit le discours de Trump à la race et aux femmes, et il disait d'autres choses. Et ça n'a été jamais repris. Par contre, c'était repris dans ces réseaux de Twitter et autres. Et je pense que ça, c'est aussi un traitement dans la politique. Je pense que les médias mainstream ne relayent qu'un message par moment, le même message. Et peut-être les électeurs, eux, ils entendent d'autres choses. Merci à vous 6.